Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut ou Erunim, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode flashback, cette fois-ci sur le bloc Zendikar. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler que vous pouvez suivre la tour sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, vous avez également notre adresse mail si jamais vous souhaitez nous contacter. Mais aussi, vous avez notre Discord pour venir discuter, le lien est dans la description, comme d'habitude. Et également, n'oubliez pas que nous faisons des lives régulièrement sur Twitch. Donc voilà, on est en train de s'y remettre là avec les semaines qui arrivent. Du coup voilà, le septembre, la rentrée, tout ça. Et on se doute que vous avez envie de vous détendre un petit peu le soir en regardant du Magic ou en venant discuter avec nous sur différents lives. Donc du coup, le planning va bientôt être remis à jour. Et suivez ça de près. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, vous pouvez soutenir la tour financièrement via Utip et Tipeee, ça nous ferait extrêmement plaisir puisque on investit actuellement dans pas mal d'émissions différentes, il faut le dire, mais également dans des émissions live et en plus des émissions à venir encore pour les prochains mois. Donc tout ça, ça coûte évidemment de l'argent, mais c'est également beaucoup de temps qu'on prend pour produire tout ça. Avec de l'aide en plus de la part de quelques personnes extérieures, ça fait toujours plaisir. Et du coup, ça fait plaisir aussi de voir qu'actuellement... Et du coup, ça fait aussi plaisir de voir actuellement plusieurs tipeurs qui nous typent depuis quasiment depuis le début de l'année. Et écoutez, merci à eux et merci à ceux qui les rejoindront un peu plus tard. Alors du coup, on est aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode flashback. On avait fait le premier, le bloc retour sur Ravnica pour le premier flashback. Ici, on est de retour sur le bloc Zendikar, parce qu'il paraît que c'est dans l'actualité, qu'il y a un certain bloc Zendikar qui va arriver, enfin une édition Zendikar. Du coup oui, en effet on a un nouveau Zendikar Rising, ou en renaissance de Zendikar en français, qui annonce un peu la couleur, voilà. Mais aussi du coup on va devoir parler bien sûr du premier bloc Zendikar qui a été une révolution un petit peu dans un terme de power level, puisque il fait un petit peu partie de cette sainte trinité qu'on a eue dans l'époque, dans une époque pas si lointaine, mais l'époque pré-retour sur Ravnica, puisqu'on a eu la trinité Zendikar, puis ensuite Cicatrice de Mirrodin, puis ensuite Innistrad, premier du nom. Donc voilà, c'est la sainte trinité, parce que ça a marqué énormément beaucoup de formats, que ce soit le moderne, mais également le legacy, le commander, on a énormément de cartes qui se sont retrouvées dedans, et du coup voilà, c'est la grosse trinité, la trinité de trois éditions, du coup qui a fait pas mal parmi les DL à l'époque, qui a fait bouger énormément de choses en fait dans plusieurs formats. Donc je vous avoue que il faut qu'on en parle quoi. Ce bloc Zendikar, est-ce qu'en commander il a vraiment marqué les esprits? Alors on va devoir faire un petit rappel au niveau des circonstances, c'est que on est alors sur les blocs, sur les éditions, le premier Zendikar est sorti en septembre 2009. World Wake, la deuxième édition du bloc, est sortie en février 2010. Et l'Ascension des Eldrazi, la troisième édition, du coup, est sortie en avril 2010. Alors du coup, voilà, on est sur année 2009-2010. Mais ce qu'il faut savoir, un petit rappel quand même, c'est que la première édition officielle Commander, donc du coup Commander, premier du nom, et du coup le moment où le format a été officialisé, c'est arrivé en 2011. Donc du coup, un an après la sortie de la dernière édition de l'Ascension des Eldrazi. Donc oui, il faut se rappeler que là on est dans des éditions pré-Commander. Donc littéralement où le Commander n'existait pas et n'était pas mis en avant à cette époque-là. Contrairement à Retour sur Ravnica où c'était en 2012-2013. Donc voilà. Et écoutez, il faut penser à ça parce que c'est très important pour ce qui va suivre. Et on va se concentrer sur les commandants de Zendikar premier du nom déjà. Et alors là, ceux qui connaissent, qui sont un petit peu au courant, vous sentez que je vais le faire. Vous savez que je vais le faire. Vous savez que je vais le faire. On va parler de Iona, bouclier d'Emeria. Donc, un ange qui coûte 9 mana, et en fait qui avait une capacité très particulière, c'était que au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez une couleur, et vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort de la couleur choisie. Et elle a été bannie l'année dernière. Alors il y en a qui disent, oui mais voilà, c'est pas si pété que ça, c'était quand même très rare de l'avoir. Oui, c'est très rare de l'avoir, mais le problème c'est que, et là le comité a complètement raison, c'est que ce genre de carte en fait, qui, si elle arrive à un moment sur une table un peu fun ou un peu casu, les gars ils ont rien, voilà, c'est tiens tu joues plus, voilà, tu jouais monocolore, voilà tu peux plus jouer. Nickel. Donc du coup elle a été bannie, donc voilà je vais passer assez vite dessus, pour de très bonnes raisons, mais en même temps voilà, c'était un petit peu le corner case, mais qui était vraiment chiant quand il arrivait quoi. On a l'Orthos en bleu, le faiseur de Marie, qui est une grosse pieuvre pour 8, une 8-8. Donc voilà. Mais surtout, il a une capacité que à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez payer 8 pour engager jusqu'à 8 permanents ciblés qui ne se dégagent pas pendant les prochaines étapes de dégagement de leur contrôleur. Alors oui, voilà. Du coup, ok. C'est un peu
naze, en fait, il faut le dire. Parce qu'on n'est pas sur un commandant très pailla. Ben, voilà, les commandants pailla, comme je les appelle, c'est créatures des mers, en fait, techniquement. Mais du coup, bah voilà, il n'y a pas de synergie avec les autres pieuvres, avec des baleines, avec des grands serpents, etc. Non, là on est sur juste, bah voilà, je vais engager des permanents. Et en plus ça coûte cher, hein, ça coûte toujours cher, on est en bleu, c'est pas facile de ramper. Donc bon, voilà, c'est Lorthos, ça fait partie de ces commandants qui... ils n'ont pas eu beaucoup de chances de briller parce qu'ils ont déjà énormément de défauts en fait de base. Ensuite on a Kalitas, chef de sang des Geth. Bon, un gros vampire encore une fois qui coûte 7 lui aussi, enfin c'est cher hein, pour le moment. Avec une capacité pour détruire une créature ciblée en fait, et un peu à la manière du dieu scarabée. En fait, vous refaites un body qui a la même force et la même endurance que la créature qui était détruite de cette manière. C'est intéressant parce qu'il y a un petit peu une logique tribal vampire, vu que la créature créée, en fait, le jeton, est un vampire aussi. Et malheureusement, vous prenez pas les capacités, ce qui était intéressant dans le dieu scarabée, puisque lui, il faisait des 4-4 qui prenaient les capacités de la créature exilée. Lui, voilà, c'est l'inverse. Lui, il prend uniquement le body. Donc, c'est intéressant, voilà. Bon, après, la créature en elle-même coûte cher, et Kalitas coûte 7. C'est assez cher, il s'engage en plus pour faire son effet. Ça reste un petit peu compliqué, en fait, à mettre en place, mais il y a moyen, voilà, de faire des choses avec lui. Mais ça reste, assez complexe, et ma foi, il s'intègre plutôt bien dans les decks que en tant que commandant des decks. Ensuite, en noir, on a également Omnixilis le déchu. Alors lui, qui a une capacité de touche-terre. En noir, c'est assez space. Sachant qu'il est pas cher de base, à 5 mana. Hein. Mais du coup, quand il y a un terrain qui arrive sur votre champ de bataille, vous pouvez faire en sorte que le joueur ciblé perde 3 points de vie. Et vous mettez du coup 3 marqueurs +1/+1 sur Omnixilis. Bon, alors du coup, ce qui fait que c'est un petit peu, voilà, pour faire en sorte de le booster. Pour faire en sorte, voilà, que... De faire du Voltron, mais on est en noir, je veux dire, ramper en noir c'est compliqué. Après il reste les fetch, parce que les fetch fonctionnent bien en fait avec le touche-terre. Parce que vous posez le fetch, boum ça se déclenche, vous sacrifiez le fetch, vous allez chercher un autre terrain, boum ça se redéclenche une deuxième fois. Donc très intéressant, mais c'est vrai que Omnixilis, en fait il s'intègre bien dans quelques decks en particulier, mais en tant que commandant, c'est un peu plus compliqué quoi. Dans World Wake, la deuxième édition, on a eu aussi quelques commandants, bah oui vous avez déjà vu, il n'y avait pas de commandant rouge et de commandant vert dans... Zendikar premier du nom. Mais ici, on a eu un commandant bleu en plus, Tadadel, à Keres. Alors ça, c'est vraiment marrant, parce qu'on est sur un commandant, en fait, qui pique littéralement les artefacts des autres joueurs. Alors bon, il y a la traversée des îles, en plus, qui est une capacité que on n'a pas revue depuis un petit moment, hein, il paraît. Eh bien, il y a moyen, en fait, avec le bleu, de faire en sorte d'avoir des îles chez des adversaires, de dire « Ah tiens, je mets un marqueur inondation, c'est une île. Ah c'est marrant. » Et du coup, Tadadel, elle peut aller piquer ensuite les artefacts. Sachant que les artefacts sont quand même des éléments assez puissants, en fait. Juste se dire que vous pouvez les exiler de manière définitive, ça peut vraiment être intéressant, parce qu'il y a de gros artefacts qui existent. La plupart du temps, on se retrouve avec des artefacts légendaires, ou des artefacts qui font vraiment des combos un peu stupides. Tadadel, elle vous permet de les prendre pour vous, ou au moins de les exiler, et du coup de les mettre hors course, quoi. Sachant que si jamais il y a des decks artefacts en phase, vous pouvez très bien aller chercher les différents moteurs de combo, et les exiler pour éviter qu'ils soient utilisés par votre adversaire. Donc c'est vraiment très 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 utile. Mais ça reste un petit peu un commandant très spécifique aussi, parce que c'est vrai que si vos adversaires ne jouent pas beaucoup d'artefacts, je pense que c'est un commandant qui est un petit peu sympathique, à plus haut niveau en fait, où on a tendance à en jouer plus. On a ensuite Anowan, le sage des ruines. Alors lui encore une fois un vampire, parce qu'il y a quand même pas mal de vampires également sur Zendikar. Vous voyez, en plus on voit la capacité, hein, au début de notre entretien, chaque joueur sacrifie une créature non vampire. C'est sympathique, c'est le genre de carte en fait qui est beaucoup joué dans les decks vampires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on n'était pas encore allé sur Innistrad où il y avait les vampires noirs-rouges, et on n'avait pas encore les vampires de Amonkhet en blanc-noir. Donc du coup, à l'époque, dire mono-noir vampire, c'était tout à fait logique. Donc oui, voilà, Anowan, lui, c'était un commandant assez intéressant. Voilà, un petit peu, certes au niveau du power level aujourd'hui, il fait un peu rigoler, parce que c'est au début de votre entretien, pas au début de l'entretien de chaque joueur, on n'est pas non plus sur une Sheoldred. Mais là, c'est vraiment, oui, c'est sympathique, ça fonctionne bien, ça permet de faire un différentiel au niveau des boards, voilà, dire, vous sacrifiez chacun une créature, boum, et moi j'ai pas à sacrifier parce que je joue que des vampires, je suis en tribal, c'est parfait. Voilà, donc du coup c'est Anowan, il fonctionne bien en fait en tant que tel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il se fait tellement dépasser par d'autres commandants vampires qui sont tellement au-dessus et qui intègrent plus de couleurs. Donc voilà, mais à l'époque, il faut avouer que c'était quand même déjà pas mal. Ensuite on a Kazul, tyran des falaises, un magnifique ogre en fait qui a cette logique un peu Pillow Fort. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pillow Fort en fait c'est la stratégie qui dit
bah qu'en gros, vous m'attaquez pas, sinon il va vous arriver des conneries, ou alors vous devez payer pour m'attaquer, et du coup, bah, ça fait qu'on bloque un petit peu les phases d'attaque des adversaires pour rester tranquille, quoi. Et Kazul, il est dans cette logique-là, même s'il n'empêche pas réellement les adversaires de vous attaquer, en fait, il les dissuade parce que si jamais il ne paye pas 3, bah, vous créez à chaque fois une 3-3 par créature qui vous attaque. Alors bon, c'est assez fort quand même. Alors du coup, qu'est-ce qu'il vaut à lui tout seul, le Kazul? Bah, c'est vrai qu'en mono rouge, on s'attend pas forcément à jouer pile forte. Parce que c'est pas vraiment la stratégie, quoi. Après, l'avantage, c'est qu'ici, on peut être, sans être sur une stratégie extrêmement pile forte, on peut juste se dire qu'on peut être dans une stratégie, en fait, très politique, où vous avez moyen, en fait, autour de Kazul, de dire « Ah oui, ok, tu veux m'attaquer, tu veux pas payer, ok, très bien, t'as de l'évasion, t'as du vol, pas de souci. Mais par contre, mes créatures, quand elles vont arriver en jeu, il peut y avoir des effets qui vont se déclencher. Du style, elles infligent des blessures directes, voilà, avec orage de guerre, il y a aussi le dragon qui est sorti dans M21, voilà. Mais du coup, ce Kazul, il a vraiment un petit côté, ouais, bah en fait, je me construis un board si jamais les mecs ont le culot de m'attaquer, voilà. Mais il est très joué aussi dans les decks pilo fortes, bah notamment je pense aussi au deck Kineos et Tiro, voilà, qui a un deck group hug, mais également, voilà, qui veut quand même être tranquille, donc du coup, bah, Kazul, il a tendance à être rentré dans ces decks-là, dans les decks group hug, pilo fortes, ça rentre très facilement, à partir du moment où il y a du rouge. On a un gros classique, Omnath, Locus de mana, parce qu'on a eu le Omnath récemment tricolore, on avait eu le rouge-vert auparavant, et là en fait, bah, l'original c'était le Omnath Locus de mana. Alors lui, il est vraiment au top parce qu'en fait il permet de stocker le mana vert dans votre pool et de ne jamais le perdre dans la réserve. Et surtout bah, il se booste, donc du coup ce qui fait que bah, vous mettez tout le mana en pool, vous attaquez avec, en espérant qu'il ne meure pas évidemment, normalement vous avez calculé votre coup. Et ensuite derrière bah, vous pouvez jouer un sort au deuxième phase principale. Voilà, Omnath il est vraiment très intéressant, il y a quelques cartes qui sont vraiment très pétées avec lui. Voilà, et il paraît qu'il y a prochainement une table de commandement dans laquelle il y a quelqu'un qui le joue. Donc voilà. Ah, vous êtes au courant. Voilà. Et le premier commandant multicolore de cette vidéo, c'est Vrexial, émergence des profondeurs, un kraken qui, encore une fois, n'est pas dans la logique Païla. Voilà, il a encore une fois traversé des îles, traversé des marais, voilà. On retrouve cette capacité qui est assez intéressante, notamment traverser des marais, puisque Urborg existe. Mais, surtout, il a une logique assez différente de ce qu'on pourrait attendre d'un kraken. Voilà, encore déjà l'Orthos, il était un petit peu à côté de la plaque. Mais là, bah, du coup, c'est un kraken en fait qui aime bien lancer des éphémères et des rituels dans le cimetière du joueur qu'il a attaqué, sans payer son coup de mana. C'est intéressant, mais malheureusement, ça demande un setup très particulier. Du coup, il faut que les cimetières adverses soient assez remplis, qu'il y ait des joueurs qui jouent suffisamment d'éphémères et de rituels pour vous emmener mis au cimetière et qui soient intéressants pour vous, évidemment. Mais voilà, bah, après, ça reste intéressant parce que bon, les anti-bêtes, les Vras, les sortes de tutos, tout ça, ça existe. Mais en fait, il faudrait presque jouer Meule et Vrexial derrière pour aller chercher la value en fait dans la Meule. Mais le problème, c'est que un plan Meule, généralement, il veut meuler en fait. Donc du coup, il veut pas tellement aller chercher les cartes chez l'adversaire en se disant, je vais faire un peu de value en plus. Bon, voilà. Après, bon, c'est vraiment... Vrexial, il est sympathique, mais je pense pas que ce soit un commandant extrêmement puissant, surtout en comparaison aujourd'hui avec ce qu'on a pour la Meule, avec ce qu'on a de manière générale pour... piquer des cartes de l'adversaire, là c'est un petit peu, ouais, sympa, mais sans plus. Parlons maintenant des commandants de l'ascension des Eldrazi. Alors bon, hein, je l'ai fait pour Yona, on va parler d'Emrakul du coup. Emrakul déchirure des éons qui est également banni, et là bah, c'est très bien, c'est très très bien. Donc voilà, parce que bon, gros Eldrazi qui peut pas être contrecarré, qui vous fait pas jouer un tour supplémentaire quand il est casté, qui a le vol, la protection contre les sorts multicolores, qui a l'annihilateur 6. Annihilateur, pour ceux qui ne savent pas, en fait, bah, quand il attaque, le joueur défenseur doit, avant de déclarer ses bloqueurs, sacrifier 6 permanents annihilateur 6, 4 pour annihilateur 4, etc. Vous avez compris l'idée. Mais du coup, bah, c'est extrêmement fort. D'autant plus que les 3 titans Eldrazi ont la même capacité derrière qui dit que bah, quand il est mis au cimetière depuis n'importe où, vous le remélangez avec la bibliothèque, bah, du coup tout le cimetière à la bibliothèque. Donc c'est très fort. Et il faut avouer que bah, y a très peu de réponses à ce genre de truc, quoi, à part un exil cimetière en éphémère. Mais c'est très puissant, en fait, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc ouais, Emrakul, c'est bien qu'il ait été banni, parce que le ramp existe. Voilà, donc ramp en incolore, pardon, c'est tout à fait faisable avec les cailloux, etc. Donc du coup, bah, Emrakul exit. Mais on a Kozilek, boucher de la vérité, et Ulamog, l'épicycle infini. Les deux ayant l'annihilateur 4. Alors Kozilek, lui, nous fait piocher 4 cartes quand il est lancé. Donc du coup, ce qui fait que c'est vraiment un moteur pour repiocher, pour se refaire une main rapidement. Bon voilà, après il a pas grand chose d'autre. Ulamog, lui, permet de détruire un permanent ciblé quand il est casté. Il est indestructible, bah, comme l'autre Ulamog aussi. Voilà, donc... mais globalement, si vous connaissez un petit peu les autres titans Eldrazi,
vous dites ouais mais attends les autres ils ont quand même plus de choses, tu peux contrecarrer des sorts avec l'autre Kozilek, tu peux exiler des permanents et ensuite meuler, enfin super meuler en exilant directement les cartes de la bibliothèque quand il attaque. T'es là oui, mais en fait parce qu'à l'époque l'annihilateur 4 était tellement puissant que du coup il n'y a pas eu besoin d'autre chose en fait en plus. Voilà, ils ont un effet quand ils sont lancés et puis c'est tout. Ce qui fait que ce sont plutôt des cartes qu'on voit dans les decks mais pas tellement en tant que commandant. Déjà parce que bah, c'est des commandant incolore, donc ça restreint énormément la construction des decks. Mais ça reste quand même des cartes assez sympathiques dans les decks, pour les decks gros tons, pour les decks qui veulent des trucs qui tâchent. Donc ouais, super sympa. Après on a eu deux autres commandants, c'est Linvala, gardienne du silence, et Drana, chef de sang des Calastria. Alors Linvala, si vous jouez Stax, vous devez connaître Linvala, puisqu'elle empêche l'activation des capacités des créatures adverses. T'es là, oui, généralement quand on joue Stax, on a tendance à jouer une Linvala. Parce que empêcher les joueurs d'utiliser les capacités activées, c'est quand même le top du top. Voilà, entre les capacités qui se déclenchent à l'arrivée en jeu, vous pouvez stopper avec autre chose, et ça pour les capacités activées, c'est top, c'est vraiment génial. Et du coup, ça reste un grand classique, et qui peut être joué en commandant aussi. J'en vois assez peu aujourd'hui qui se tournent vers Linvala. Pourquoi ? Parce que, probablement, une raison très simple, c'est qu'elle est un petit peu ancienne quand même, hein. Là de 2010, donc du coup c'est un petit peu dur de se la procurer. Et puis des gens voient plutôt Talia, qui est un petit peu moins cher, ou d'autres. Donc bon, voilà. Mais on a également Drana à côté, alors elle qui est beaucoup moins dans une logique tribal vampire, même si elle est également vampire. Voilà, on a quand même eu un commandant vampire dans chaque extension. Hein. Mais là, Drana, c'est plus sur de la gestion de créatures, parce que le -0, -X sur une autre créature, plus le +0, +X pour elle, c'est assez fort, ça demande beaucoup de mana du coup avec sa capacité activée. Bon, l'avantage c'est que comme du coup elle s'engage pas, ce qui est un peu logique, parce que le but c'est de faire en sorte d'attaquer avec elle, et de la booster en même temps, voilà. Et vous pouvez la réutiliser plusieurs fois sur des petites bêtes par exemple, dire voilà je mets un -0, -X, -0, -1 sur cette créature là parce que c'est un petit jeton, et du coup je peux recommencer, paf, et bon. Et vous pouvez gérer facilement le board comme ça. Après le problème c'est qu'évidemment ça demande beaucoup de mana, X et 2 noirs quand même c'est un petit peu chéros, mais ça reste un commandant assez sympathique et qui s'intègre généralement assez bien dans les decks vampires encore une fois. Bon, passons maintenant aux cartes des extensions, voir un petit peu qu'est-ce qui a marqué le commandeur dans ces éditions là. Et la première, Zendikar, il y a eu quand même pas mal de choses, on va commencer avec le blanc bien sûr, avec Jour de Condamnation, Souverain Felidar et Ascension du Luminarque. Alors, Jour de Condamnation, si vous connaissez Wrath of God, voilà la colère de Dieu, Jour de Condamnation c'est la même, sauf que elle n'empêche pas la régénération, bon, sachant que c'est pas une capacité qu'on retrouve beaucoup. Alors là, il y en a qui vont me dire, oui mais voilà, t'as conseillé Ascétisme dans tes meilleures cartes du vert, oui, c'est une carte, voilà, il n'y a pas non plus 36 cartes qui permettent de le faire. On a également le charme de Golgari dans le même genre, mais c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, on n'a pas non plus tout le monde qui en joue. Donc la régénération en moins, écoutez, ça n'empêche pas de le jouer. Ça reste une Vrasse très intéressante qui a un coût très faible en fait, et qui est exactement dans ce qu'on veut en fait, juste gérer les créatures, point. Le Souverain Felidar, alors lui, c'est une condition de win alternative, donc je devais vous en parler. C'est un grand classique aussi dans ces fameuses conditions de win, dans les decks qui aiment bien gagner des points de vie. Alors non, il n'y a pas eu d'errata, c'est bien toujours 40 points de vie au début de votre entretien pour gagner la partie. Voilà, parce qu'il y en a qui me disent, oui mais attends, c'est pas parce qu'on commence à 40, c'est pas normal. Oui mais il coûte 6 le Souverain Felidar, vous n'allez pas le jouer au tour 1, voilà, surtout en blanc. Donc du coup, non, voilà. Le Souverain Felidar coûte suffisamment cher en fait, et étant donné que c'est au début de l'entretien, que c'est pas automatique en disant, du coup l'étape de fin, voilà, boum, ou alors dès qu'il arrive en jeu, non. Voilà, c'est au début de l'entretien, donc du coup vous avez le temps de baisser les points de vie de l'adversaire en question. Voilà, alors après qu'ils vont dire, oui mais non, mais c'est un peu trop facile tout ça. Écoutez, c'est que probablement vous ne l'avez jamais joué. Parce que honnêtement, je peux vous dire qu'en ayant joué Souverain Felidar, c'est pas non plus très facile d'arriver à 40 points de vie de manière systématique et de les garder, à moins de jouer un deck gain de points de vie, mais là je pense que c'est mérité. L'Ascension du Luminarque, vous l'avez vu, Emmerich l'a joué dans la table 3, c'est quand même, voilà, c'est les fameux marqueurs quêtes, du coup, qui se mettaient, si vous ne preniez pas de dégâts au début de l'étape de fin de chaque adversaire. C'est intéressant. En fait, on est vraiment sur le genre de carte qui n'a pas été conçu pour le multi, mais qui est devenu très vite pété en multi, à cause de ce qu'elle fait. Parce que du coup, 4 tours sans se faire attaquer pendant les tours adverses, ou sans prendre de blessures, et derrière on peut mettre des anges 4-4 en payant juste 2 mana, quoi. C'est très fort, c'est très puissant, et en fait à partir du moment où vous jouez un petit peu pile au fort, où vous arrivez à jouer stack, c'est que vous êtes protégé. Ascension du Luminarque, c'est une des cartes que vous allez mettre, parce que vous voulez pas forcément rajouter beaucoup de créatures, mais avoir un moyen de créer des créatures en jouant bien votre jeu, et juste en payant 2 mana en plus, c'est très fort, surtout qu'elles ont l'évasion, qu'elles sont très très bien, donc extrêmement bonne carte.
On continue en bleu avec l'ascension de l'archimage, en plein roulis et rite de duplication. Alors, ascension de l'archimage, c'est encore une fois une ascension, donc avec les marqueurs quêtes. Alors j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on fait assez simplement dans Magic, ça arrive très souvent qu'on ait pioché au moins 2 cartes sur un tour de jeu. Voilà, c'est rien d'exceptionnel, ça arrive en bleu, ça arrive dans d'autres couleurs, en sacrifiant des créatures, etc. On peut en faire, on peut faire de la value, on peut piocher en plus. Mais alors du coup, l'ascension qui nous dit qu'avec 6 marqueurs à la place de piocher, on peut aller tuto une carte, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je veux dire, littéralement tuto sur pattes, c'est assez énorme. À partir du moment où vous avez moyen de piocher à tous les tours systématiquement de la pioche en plus, bah c'est juste énorme quoi. Voilà, vous piochez, hop, ah tiens je vais tuto une carte, boum. Bah je continue, et j'enchaîne. Et du coup, bah l'ascension d'archimage, ça reste une très bonne carte du bleu, et une carte en fait, dès que vous les piochez plus que d'habitude, et que vous avez un deck qui est tourné autour de ça, ça fonctionne du feu de Dieu quoi. En plein roulis, alors là, il y en a qui vont me dire, mais attends, mais t'es fou, pourquoi en plein roulis? En plein roulis, en fait, parce que c'est un bounce de permanent non terrain, déjà. Ce qui est assez rare, il coûte peu cher, il coûte que 2 mana. Sachant qu'on a eu en plus un doublon avec l'autre qui existe dans Dominaria, qui s'appelle Clin d'œil. Ici, on a en plus le coup de kick en bonus pour pouvoir piocher. Ce qui est vraiment sympathique, quoi, parce que vous pouvez le faire en éphémère, piocher une carte en plus derrière. Donc du coup, voilà, c'est avant mon tour, bah tiens, boum, je vais bouncer ça en piochant une carte, voilà. Je vais garder une mana d'étape au cas où. Si vous êtes dans un deck un peu réactif, en fait, vous allez avoir tendance à jouer en plein roulis, parce que c'est un super bounce, quoi. Et très flexible, en fait, avec cette pioche en plus. Le rite de duplication, alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais attends, c'est sympa, ça fait juste une copie. Ouais, oui, ça en fait 5, mais bon, 5, ça coûte 9 mana. Je pense que personne... Enfin, si vous pensez ça, c'est que vous n'avez jamais pris un rite de duplication bien placé et kické. Je veux dire, un rite de duplication qui est bien placé, ça peut être une insta-win, en fait, pour un joueur. Et c'est littéralement, voilà, je fais 5 copies d'une créature sur le champ de bataille. T'es là, mais... Ok. J'ai déjà vu jouer, et ça a tendance à être extrêmement débile. Et du coup, non, en effet, ça n'est pas un simple sort de copie, c'est un sort de copie qui peut être ultra value. Et encore une fois, le kick apporte une flexibilité, il permet de le rendre plus puissant. Donc du coup, rite de duplication, ça fonctionne très bien en commandeur. En noir, on a encore une fois l'ascension du chef de sang, l'exécration de sang et Sorin Markov. Alors bon, l'ascension du chef de sang, bon, voilà, c'est sympathique. Là, c'est les adversaires qui doivent perdre des points de vie au début de chaque étape de fin pour mettre des marqueurs quêtes. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne demande que 3 marqueurs quêtes pour être activable, enfin pour que la capacité déclenchée se déclenche. Mais du coup, ce qui compte, c'est qu'il y a une combo avec en fait la manivelle à esprit, qui est juste complètement con. En gros, comme une carte est mise dans le cimetière d'un adversaire avec la manivelle à esprit quand il perd des points de vie, il met la carte. L'ascension du chef de sang a déjà suffisamment de marqueurs sur elle. Du coup, elle fait perdre 2 points de vie à ce joueur, vous gagnez 2 points de vie. Du coup, manivelle à l'esprit se déclenche à nouveau, parce qu'il a perdu des points de vie, donc du coup, il va se meuler à nouveau, de autant. Et à chaque fois, du coup, ça fait combo infini, en fait, littéralement. C'est, voilà, vous avez les deux en place, vous mettez une blessure à chaque adversaire, c'est réglé, vous avez gagné la partie. Voilà, bonjour, au revoir. Et vous faites comme ça, et en fait, vous pouvez pomper les points de vie de tous les joueurs, et gagner 1 million de points de vie. Enfin bon, c'est énorme. Je veux dire, c'est stupide. Et bon, voilà, là, je sens qu'il y en a qui vont mettre la combo dans tous les sens, parce qu'ils jouent noir. S'il vous plaît, faites pas comme ça, faites-le dans un deck qui a une certaine logique autour de l'ascension du chef de sang et de la manivelle à esprit, merci. Exécration de sang, alors pourquoi exécration de sang? Parce que bon, c'est quand même une créature qui peut pas bloquer, qui a la célérité uniquement en dessous de 10 points de vie. Oui, mais en fait, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière capacité qui dit que il revient sur le champ de bataille chaque fois que vous avez un terrain qui arrive sur votre contrôle. C'est du coup un moteur à récursion. J'en avais parlé dans ma vidéo sur les aristocrates. Mais du coup, oui, on a envie d'avoir exécration de sang, parce que vous la jouez, hop, vous la sacrifiez, vous rejouez un terrain, paf, vous la refaites revenir, vous pouvez la sacrifier, vous sacrifiez votre fetch, et on est parti. Et dans un deck noir-vert, par exemple, qui veut ramper un petit peu, ça peut juste être complètement débile. Voilà, un Meren, vous faites monter les marqueurs d'expérience super vite avec ça, y a pas de problème. Sorin Markov, alors lui, j'aime bien parce qu'en fait, c'est un Planeswalker qu'on voit un peu, et généralement quand on le voit, on est là, ouh. Et en fait, il y a beaucoup de decks qui pourraient le jouer juste parce qu'il est stupide. Du fait de son -3, voilà, le total de points de vie de l'adversaire civil devient 10. Donc du coup, voilà, et vous dites, ok, t'as 10 points de vie maintenant. Il était à 40, mais il est passé à 10. Ok, ça devient complètement con en fait. Ça ralentit énormément beaucoup de jeux en fait. Tous les jeux qui ont tendance à énormément utiliser leurs points de vie, alors que ce soit en les bousillant un petit peu pour faire de la value, ou bien justement à l'inverse, les decks qui gagnent énormément de points de vie, parce que du coup c'est littéralement bam, je claque des doigts, t'es à 10.
T'es là, ah oui, en effet, ça fait quand même une sacrée différence. Le plus 2 est sympathique, et le moins 7 reste quand même assez puissant, ça a un effet de Mindslaver. Donc bon, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc du coup, le Planeswalker est très intéressant, même s'il est triple noir, donc du coup, rarement joué en dehors du mono noir. En rouge, on n'a qu'une seule créature, c'est un instigateur de terrier, c'est un gobelin. Alors oui, pour ceux qui jouent gobelin, ils connaissent, ils disent « Oh mon dieu, mais il est trop bien lui !» Bah oui, parce qu'en fait, il a double initiative, et surtout, à chaque fois qu'il a fait GB sur un adversaire, vous allez pouvoir mettre un gobelin depuis votre main sur le champ de bataille. Donc avec la double initiative, ça marche plutôt pas mal, il faut le dire. C'est le genre de gobelin, en fait, qui veut qu'on le booste pour éviter de se prendre des baffes, évidemment, et de se faire bloquer. Et en fait, vous allez juste l'envoyer sur la première personne qui est disponible, en fait, où il n'y a pas de créature pour bloquer. Et essayez de mettre les plus gros gobelins que vous pouvez. Juste pour défoncer la gueule à l'adversaire en fait. Et juste dire je build mon board juste avec un simple trigger de capacité. Donc ouais, super sympa. En vert on a du boulot, c'est l'ascension l'ascension du maître des bêtes, Cobra de Lotus, Oracle de Muldaya, et il y en a un dernier que je vous parlerai après. L'ascension du maître des bêtes, alors encore une fois une ascension, oui je sais, marqueur quête, tout ça. Mais alors c'est très stupide parce que celle-ci, on gagne les marqueurs quête quand on attaque avec une créature. Voilà. Donc alors, chaque fois qu'il y a une créature, voilà. Donc du coup, vous attaquez avec 5 créatures, vous mettez 5 marqueurs dessus. Et ça tombe bien parce qu'en fait, à 7 marqueurs, elle donne +5/+5 à vos créatures. Alors là, du coup, j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent jouer cette carte. Jetons. Les decks jetons aiment beaucoup l'ascension du maître des bêtes. Alors en plus, comme vert, ça marche bien avec les jetons, il paraît. Vie parallèle, tous les commandants blanc-vert qui font jetons. On a Guired maintenant qui en plus aime les grosses bêtes en jetons. Donc du coup ça devient très vite stupide parce que si vous avez plein de petits jetons, vous les faites attaquer. Et en fait si vous en avez 7, ils ont tout de suite +5/+5 en fait. Donc c'est un passif en fait. C'est juste extrêmement puissant. Donc ouais, Ascension du maître des bêtes, dans les bons decks ça fait vraiment un taf de fou. Le Cobra de Lotus, lui touche terre, voilà, il fait du mana. Super, honnêtement. Enfin je vous raconte pas le genre de truc débile que ça peut faire. Voilà, par exemple, si vous jouez un deck Gitrog, et que vous aimez mettre des terrains dans votre cimetière, et que vous jouez une splendide restauration derrière pour remettre tous vos terrains sur le champ de bataille en même temps, et du coup, je vous avoue que Cobra Lotus, il va vous faire plaisir, parce que derrière, vous faites plein de mana. Voilà. Alors en plus, si vous le jouez dans un deck du style Yarok, très puissant également, parce que le touche-terre fonctionne plutôt bien avec Yarok, du coup, ça fait énormément de mana en plus, vous allez être vraiment dans une optique de rampe. Alors certes, pas sur le long terme, mais juste sur un tour où on gagne plus de mana, de plus en plus. Et oui, le Cobra Lotus, lui, il est content là-dessus. Il fait énormément de mana, et ma foi, ça marche plutôt bien. Et l'Oracle de Muldaya, alors comme on parle terrain, évidemment, on pouvait pas passer à côté de l'Oracle de Muldaya, puisque lui, voilà, c'est une exploration, et en plus, un peu une coursière de Crufix qui vous permet de jouer depuis le dessus de la bibliothèque les terrains. Alors, c'est encore l'ancien wording, c'est-à-dire l'ancienne façon de faire, c'est que maintenant, aujourd'hui, on peut regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment. À l'époque, c'était on révèle la carte, voilà. C'est encore comme ça que c'était fait. C'est un peu moins intéressant, ça donne une petite information, enfin petite, parfois grosse information aux adversaires, c'est sûr, mais ça reste quand même une très très bonne carte. La dernière carte verte, c'est les ballottes déchaînées. C'est un gros classique en fait qui a été réédité une tonne de fois en commandeur. Je crois qu'il a été réédité au moins 3 ou 4 decks depuis sa sortie dans Zendikar. En fait c'est super simple parce qu'un touche-terre qui vous permet de faire des bêtes 4-4, du coup Guired était content de l'avoir. Et en plus de base lui-même c'est une 6-6 pétinement pour 6. Donc voilà, ça reste quand même très fort. Du coup ce ballotte déchaîné c'est pas une énorme carte, mais c'est juste que c'est une bonne carte qui est vraiment jouable dans beaucoup de decks. Et à partir du moment où vous rampez un petit peu, vous allez chercher plusieurs terrains par tour, que vous pouvez en poser plusieurs par tour, ça rentre bien en fait. Dans les artefacts, on a le monument Eldrazi. Alors en plus, je tiens à vous rappeler, à l'époque dans Zendikar, il n'y avait aucune indication de ce que c'est quoi un Eldrazi. Donc voilà, du coup à l'époque on avait un monument Eldrazi. Ok, qu'est-ce que c'est Eldrazi? Je sais pas trop. Peut-être un machin de l'ancien temps, on sait pas. Et du coup, les boosts vol et indestructibles déjà à toutes vos créatures, oui. Et en plus, avec une demande de sacrifice dessus. Alors du coup, ce qui est très jouable dans les decks jetons, bien sûr, mais ce qui est aussi pas mal jouable dans les jeux aristocrates ou les jeux réanimation, comme Meren par exemple. Les jeux sacrifice en général. Donc du coup, ça fonctionne vraiment bien, quoi. Et Monument Eldrazi, c'est le genre de truc en fait qui peut transformer votre board. Voilà, c'est pour ça que je parle de jetons, parce que tous les jetons qui ont le vol et +1/+1, t'es là, ok d'accord, ça sent vraiment pas bon pour les adversaires. Bah oui, en effet c'est très efficace. Et la carte d'expédition. Alors la carte d'expédition, alors pour ceux qui ne savent pas, elle était rééditée dans Double Masters. Et c'est une très bonne carte. Lol. Le jeu de mots est présent, oui.
L'avantage c'est que la carte d'expédition en fait nous permet d'aller tuto n'importe quelle carte de terrain. Alors c'est pas durant parce que ça met pas en jeu, d'accord, ok. Mais en fait rien que le fait qu'on puisse aller chercher n'importe quel type de terrain et le mettre en main, bah, ça nous permet d'aller chercher, je sais pas, enfin comme de la coterie, Nykthos, je sais pas, une Command Tower si jamais vous jouez en 5 couleurs. Voilà, les terrains qui sont vraiment réellement importants pour vous, un Urborg. Enfin, tiens, par exemple, si vous allez traverser des marais, Urborg, vous allez le chercher, boum. Parce que c'est vrai que on n'a pas vraiment envie d'utiliser des tutos classiques, c'est-à-dire des tutos style Demonic Tutor, pour aller chercher un terrain. Ce qu'on a envie, c'est que si on a un tuto à terrain, on puisse aller chercher des terrains spéciaux aussi. Et du coup, carte d'expédition, ça fonctionne très bien pour ça. Alors en terrain dans Zendikar, bon, on n'a pas grand-chose, on avait un petit cycle de rares. La crypte d'Agadim, Emeria la ruine céleste et Oran-Riff le basse de bois. Bon, crypte d'Agadim qui est sympathique parce qu'elle fait du mana pour les créatures noires dans votre cimetière. C'est très monocolore comme cycle, hein, je vous avoue. Emeria, voilà, qui demande 7 plaines pour pouvoir ranimer une créature directement sur le champ de bataille. C'est assez puissant, mais ça demande 7 plaines, hein, et du coup on est en blanc. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Et Oran-Riff qui est... Alors lui il est pas trop monocolore, c'est plus que bon, il fonctionne avec les marqueurs. Et certes il se centralise uniquement sur les créatures vertes, mais bon... un marqueur plus 1 sur chaque créature verte qui est arrivée ce tour-ci, ouais, c'est plutôt pas mal en fait, hein, vraiment, il est assez fort. Voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre dans les terrains. Non, je déconne, il y avait les Fetchland. Ah là là, bon, ok. Les Fetch, bon, il faut que je fasse un petit historique sur les Fetch, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire. On a eu du coup les premiers Fetch qui ont été édités dans les vieilles éditions, c'était dans Carnage, attends, oui, enfin je sais plus. Voilà, c'est dans Carnage, on a les premiers fetch alliés du coup, blanc, bleu, bleu, noir, etc. Vous comprenez. Et les couleurs qui suivent dans la couleur paille. Et ensuite, du coup, le moderne se portait bien jusque-là. Puisqu'il n'y avait pas de fetch en moderne, puisque c'était les vieilles éditions avec les vieilles frames. Et ensuite sont arrivés les nouveaux fetch, donc ceux de Zendikar, où en fait c'était les couleurs ennemies, donc blanc-rouge, blanc-noir, bleu-vert, bleu-rouge et noir-vert. Et du coup, ceux-là, en fait, ils ont été édités dans Zendikar. Ensuite, plus tard, on a eu dans Castle of Tarkir la réédition des autres fetch. Du coup, on a eu le droit à un format moderne qui a explosé. Avec, oui, mon dieu, on peut fetcher dans tous les sens et tout. En plus, on a les Raveland, on a eu d'autres bilans qui sont arrivés un peu après. Donc t'es là, ok, on fait des trucs, quoi. On fait des trucs. Mais le problème, c'est que ceux-là n'ont jamais été réellement réédités. Alors, quand je dis réellement réédités, ils ont été réédités en expédition, en fait, dans Bataille de Zendikar, donc du coup c'est extrêmement rare, full art, foil, donc autant vous dire que ça valait une blinde, et que bon, c'est pas une vraie réédition, c'est très difficile de les avoir parce qu'ils étaient planqués en plus au milieu d'autres terrains qui existaient. Ensuite, on a eu la réédition de Modern Masters 2017, qui aujourd'hui est une édition qui vaut un bras, voilà, faut le dire. Ça a remis un petit peu de gaz dans la machine, mais aujourd'hui, c'est vrai que ils sont toujours aussi durs à trouver. Et on a eu la fameuse réédition de Secret Lair, voilà. Mais alors là, du coup, qui était aussi très difficile à mettre la main dessus, parce que, en très peu d'exemplaires, etc., qui valaient cher, etc. Donc bon, vous avez compris un peu l'idée, on attend la réédition, qui normalement devrait arriver cette année. On devrait avoir soit dans Zendikar Rising, alors normalement c'est pas censé être le cas, ou ça va être un truc spécial, on sait pas trop. Soit dans Commander Legend, pourquoi pas, hein, on sait jamais. Donc oui, voilà, donc les fetch qui sont juste très bien, je veux dire, alors si vous ne jouez pas de bilan du style les Raveland, que vous ne jouez pas les Battleland ou les Tangoland comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui vérifient si vous avez 2 terrains de base au minimum, ou même les autres, hein, je veux dire, il y en a plein, mais si vous ne les jouez pas, c'est vrai que les fetch sont beaucoup moins intéressants. C'est pour ça que moi je joue par exemple les fetch, les slow fetch en fait, ceux de Mirage, qui arrivent engagés en fait, à la place d'arriver dégagés. Bref, passons maintenant aux cartes de World Wake, donc qui était une édition où il n'y avait pas de traduction de titre, parce qu'ils ne savaient pas comment le traduire. Il y a eu quelques bonnes cartes, alors un peu moins dans Zendikar bizarrement, pourtant c'est une édition dans laquelle, il paraît qu'il y a 2 cartes qui ont beaucoup marqué les esprits à l'époque. On a Mystic Forge-Pierre, bien sûr, en blanc. Bah oui, parce que tous les jeux équipements, ils veulent une Mystic Forge-Pierre, bien sûr. C'est efficace, ça permet de cheater les coups de mana directement, c'est du tuto, voilà. C'est une carte que les gens recherchent en fait, et une carte dont on peut pas se passer en fait dans les decks équipements, parce que trop forte en fait, trop forte pour le coup de mana, etc. Et pour la capacité proposée. Ensuite on a Jace, le sculpteur de l'esprit. Bien sûr que j'allais parler de Jace, évidemment. Mais c'est la seule carte bleue dans l'édition qui m'a marqué, évidemment. Et du coup, ce Jace, il est là. Pourquoi il est là, hein? Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que
parce que 4 capacités encore une fois, et bien sûr, alors il y a le check du dessus de la bibliothèque des adversaires, nickel, on peut la mettre en dessous, voilà. Tu fais un scry sur enfin tu fais destin techniquement, tu fais destin 1 en fait sur la bibliothèque de l'adversaire, t'es là, ok, nickel. Le 0 qui fait un brainstorm, t'es là, bah oui c'est le truc le plus utilisé en fait dans Jace. Le moins 1 qui renvoie des créatures, t'es là, bon. Et le moins 12, bon alors là ça c'est si jamais vous arrivez au moins 12, hein, mais généralement les gens n'utilisent pas tant que ça le plus 2. Généralement c'est 0, moins 1 une fois de temps en temps, un plus 2 vraiment une fois de temps en temps. Mais en commandeur multi, généralement on l'utilise pour le 0, pour filtrer le dessus de la bibliothèque. Généralement on l'utilise beaucoup dans les decks justement qui veulent filtrer le dessus de la bibliothèque. Ou alors vraiment les decks qui veulent essayer de contrôler un maximum, faire de la value, etc. Donc bon, Jace, très fort, très fort. En noir, on a le boucher de Malakir. Alors c'est tombé bien parce que j'avais parlé du précepte des Revos dans Nuance 2 Aristocrate. Et ben boucher de Malakir, il fait la même chose en fait. C'est littéralement dans les jeux Aristocrate au sacrifice, c'est un gros buddy en fait. C'est dire ok, bah voilà, je perds des créatures, vous aussi vous perdez des créatures. Parce qu'en plus, c'est chaque adversaire qui sacrifie une créature, il pensait quand même déjà au multijoueur, donc les mecs avaient anticipé un petit peu le truc. Donc vraiment très intéressant. En rouge, on a 2 bonnes cartes. Alors, on a une première qui est en fait une Vrasse. C'est réaction en chaîne, qui ne coûte que 4 mana en plus. Hein. On se dit, voilà. Bon, alors, c'est une Vrasse. Elle demande un certain setup, puisqu'elle va infliger autant de blessures à chaque créature que le nombre de créatures sur le champ de bataille. Ce qui est excellent en multijoueur en fait. Juste. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de créatures, du coup, on inflige beaucoup à chaque créature. Et du coup, on rase le bord. Donc, c'est vraiment top. On a aussi l'orage de comète, qui est un éphémère qui met des blessures. Et alors, AX. C'est extrêmement rare en fait d'avoir des éphémères AX qui infligent des blessures. Alors en plus avec possiblement plusieurs cibles, vous pouvez littéralement one shot une table avec ça si vous faites beaucoup de mana en fait. Donc intéressant et généralement bah, c'est vrai que ça finit des games en fait. En vert on a encore une fois quelques bonnes cartes. Alors je vais vous parler de l'elfe de la Charmie, du Vengeur Zendikar et Terrastodon. Alors là l'elfe vous dites mais what, qu'est-ce qui se passe? Bah l'elfe il a été très peu édité en fait, ça c'est la première édition. On a une édition en plus dans M12 ou M13, j'ai un petit doute. Et une réédition dans Masters 25. Donc je vous avoue que bah, en fait c'est un elfe qui n'a pas été beaucoup édité, mais qui reste un gros classique en fait, avec juste bah, simplement dégager la forêt ciblée. Ce qui peut être très bien, bah, par exemple si vous jouez un deck avec des enchantements sur les terrains, voilà pour faire plus de mana, bah, c'est juste vous faites énormément de mana du coup avec elfe de la Charmie en plus. Donc très intéressant. Le Vengeur de Zendikar, bah oui, je veux dire, c'est un gros classique du commandeur, hein, je pense que vous êtes un peu au courant. Voilà, parce que bon, dans les jeux jetons, c'est très intéressant, dans les jeux marqueurs +1+1, c'est très intéressant, dans les jeux touche terre, c'est très intéressant. Bah voilà, je veux dire, on réunit un petit peu tous ces éléments-là, et on se retrouve avec une nuée de jetons qui sont juste énormes. Et voilà, c'est une très bonne carte. Hein. Le Terrastodon, ça reste une très bonne carte de gestion. Alors, gestion non créature. Donc du coup, vous pouvez péter des terrains avec. Alors bon, il y en a qui peuvent me dire, oui, mais ça fait des éléphants sous le contrôle des adversaires. Oui, mais bon. Alors moi, je préfère que les gens aient une 3-3 plutôt qu'une carte à combo débile. Hein. Voilà, donc, ou un terrain que je peux pas gérer d'habitude. Terrastodon, au moins, il a cet avantage-là de pouvoir gérer ces terrains, contrairement à beaucoup d'autres cartes. En artefact, on a le colis de basilic. Oui, je sais, j'en parle parce que bon, contact mortel, lien de vie, c'est quand même 2 capacités qui fonctionnent très bien. Alors évidemment, c'est le contact mortel qui nous intéresse beaucoup. Il faut avouer que ça fait des combos avec pas mal de commandants, avec d'autres cartes également. Donc ouais, c'est juste stupide en fait, en soi. Donc du coup, colis de basilic, ben waouh, c'est assez fort. Hein. En terrain, alors on avait un cycle terrain commun, j'aimerais vous en parler de 2 spécifiquement qui sont assez intéressants. C'est le marécage de Bojuka et les profondeurs de Halimar. Alors, marécage de Bojuka, pourquoi? Bah parce que exiler les cartes d'un cimetière, bah oui, c'est fort. Surtout sur un terrain, parce que c'est le genre de truc qui se fait pas contrecarrer, il paraît. Et oui. Et les profondeurs de Halimar, en fait, c'est un petit peu un Scry 3, même si c'est pas réellement du Scry, c'est juste regarder les 3 cartes dessus de la bibliothèque et les remettre dans un ordre. Et ça reste quand même un bon ajout en fait dans les decks bleus qui veulent contrôler le dessus de la bibliothèque. Donc voilà, 2 très bonnes cartes dans ces terrains communs. Ensuite, on a l'œil d'Hugin. Alors l'œil d'Hugin, bon, c'est... Alors encore une fois, mais qui est Hugin? Et pourquoi est-ce qu'on nous parle de Sœur Eldrazi qui vont coûter 2 de moins à lancer? T'es là? What? Mais je vous rappelle, on savait toujours pas ce que c'était un Eldrazi. Hein. Donc voilà, on était quand même à ce stade-là. Mais l'œil d'Hugin, du coup, il y a quand même cette capacité à tuto une créature incolore. Donc du coup, bon, là je vous avoue que les gens commençaient à sentir un petit peu le truc. Hein. Alors 2 de moins sur les sorts d'Eldrazi, donc du coup ça veut dire qu'ils doivent coûter quand même assez cher. C'est pas juste 1, c'est 2. Et en plus c'est incolore. Je sens le truc arriver. Et ça coûte 7 en plus pour les tutos. Là ouais, ça sent quand même les grosses bêtes. Hein. Donc bon. Œil d'Hugin, voilà, très intéressant pour tous les jeux Eldrazi, hein, il faut le dire. Si vous aimez les Eldrazi, bah jouez un œil d'Hugin. Et la frontière tectonique était un terrain unco très intéressant en fait, puisque bah il se sacrifie pour aller détruire un terrain non bas ciblé.
Alors il y a une condition, voilà, il faut que l'adversaire ciblé contrôle au moins 4 terrains. Pardon, qu'un adversaire contrôle au moins 4 terrains, t'es là, bon, ça va. On n'est pas sur un Wasteland, c'est évident, mais c'est quand même intéressant. Parlons maintenant de l'Ascension des Eldrazi qui a intégré énormément de très bonnes cartes, il faut le dire. Eh bien, l'Ascension des Eldrazi, bah déjà on a des Eldrazi. Alors je vais pas tous les citer parce qu'il y a de bons, de sympathiques Eldrazi. Mais il y a 3 cartes en Eldrazi qui m'ont vraiment marqué, c'est Tout n'est que poussière, All is Dust, Artisan de Kozilek et Lui qui trahit. Donc bah oui, alors Tout n'est que poussière, pourquoi ? Bah parce que sacrifier tous les permanents colorés. T'es là ? Ok. Déjà, c'est sacrifice, donc du coup, ça passe au-dessus de l'indestructible. Ça passe au-dessus de toutes les protections, de la défense ice manique, du linceul, voilà. Il y a littéralement aucune cible. Et en plus, coloré, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui dégagent. Alors du coup, c'est joué dans les decks, évidemment, Eldrazi, mais c'est aussi énormément joué dans les decks artefacts. C'est ça qui est dingue. Mais enfin, qui est dingue. C'était évidemment prévu d'avance, bien sûr. Mais ça reste quand même une carte qui était vraiment... qui a été vraiment prévu pour les Eldrazi à l'époque, et juste qui est super forte en fait. Artisan de Kozilek. Alors pourquoi l'artisan de Kozilek ? Il y en a qui vont me dire oui mais coûte 9, c'est cher, gna. Alors bon, déjà le ramp existe en commandeur, je vous le rappelle, et surtout pour moi avoir une créature qui est déjà l'annihilateur 2, qui est une 19 pour 9, et quand elle est castée vous renvoyez directement une créature sur le champ de bataille, depuis le cimetière, ouais, c'est fort, je veux dire. L'artisan de Kozilek, ça reste une de ces créatures en fait que j'ai tendance à mettre dans mes decks où je peux ramper vraiment à fond les ballons. Parce que la value quoi, je veux dire j'ai un gros body qui littéralement fait sacrifier les adversaires en attaquant, et en plus qui va me faire de la réanimation, voilà. La réanimation comme ça directement sur le champ de bataille, ça reste assez rare, il faut le dire. Lui qui trahit, alors bon, encore une fois, une grosse bête, voilà. Mais oui, je veux dire, c'est un Eldrazi annihilateur qui va récupérer les permanents sacrifiés par les autres joueurs. Littéralement, il vous en donne le contrôle. C'est très fort. En plus, bon... Si vous jouez un petit peu Eldrazi, ou tiens, Lui qui trahit et All is Dust. Là, c'est super, quoi, je récupère tous les permanents qui ont été sacrifiés. Ce que les adversaires ont sacrifié, bien sûr. Moi, je récupère pas les miens. Mais ça reste vraiment très fort, quoi. Donc Lui qui trahit, une grosse carte qui fait vraiment tâche, généralement, quand elle sort en commandeur. Allez, concernant les trucs non Eldrazi. Alors, en blanc, on avait la Danseuse Esprit Corps et la Suivante de l'âme. Danseuse Esprit Corps, c'est Aura, en fait. Parce que du coup on est sur une enchanteresse qui n'est pas notée enchanteresse, c'est une sorcière, voilà. Mais qui fait piocher à nouveau sur les sorts d'aura lancés. Et en plus qui aime bien en fait, qui se booste encore plus pour les auras qui lui sont attachées. Donc du coup ce qui fait que vous avez vraiment une logique autour d'elle, où c'est un peu le gros buddy, vous allez avoir tendance à jouer juste pour la rendre stupidement forte en fait, et éventuellement imbloquable, etc. tout le bordel. La Suivante de l'âme, oui, voilà, parce que on avait les Soul Sisters, en fait, tous les effets qui faisaient, oui, chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un point de vie, et ils en ont créé une de plus, c'est la Suivante de l'âme. Et, alors, elle est commune, je sais, oui, d'accord, ok, mais en fait, mine de rien, elle est quand même assez rare et assez recherchée, en fait, pour tous les decks gains de points de vie. Donc, oui, Suivante de l'âme, ça reste une excellente carte qui a été intégrée dans le commandeur. En bleu, alors le bleu, il n'y avait pas tellement de choses encore une fois, voilà, faut pas non plus survendre le bleu. Mais il y a 2 cartes qui m'ont marqué, alors une qui m'a marqué notamment vis-à-vis de certains decks, l'autre qui est très intéressante, alors le chronologue du phare d'un côté et le terrain d'entraînement de l'autre. Chronologue du phare, alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a qui se disent « What, mais pourquoi il est là lui ?» Alors déjà parce qu'il a la montée de niveau, qui était une capacité spécifique à l'ascension des Eldrazi. Donc voilà, vous pouvez payer un bleu pour le faire monter de niveau, voilà, il a les statistiques qui changent, le texte qui change en fonction du niveau. Mais quand il arrive au niveau 7, c'est là où ça se corse en fait, parce que au niveau 7, il dit qu'au début de chaque étape de fin, si ce n'est pas votre tour, jouez un tour supplémentaire après celui-ci. En multijoueur, c'est d'une stupidité astronomique, parce que si vous arrivez à le jouer, et littéralement à le EP tout de suite, monter de niveau, paf, jusqu'au niveau 7, la partie, vous jouez un tour sur 2, quoi. La moitié des tours, c'est les vôtres maintenant. C'est extrêmement fort. Alors du coup, il faut évidemment le protéger, le chronologue du phare. Mais c'est beaucoup trop fort en fait. Vous gagnez un nombre de tours assez hallucinant. Et c'est littéralement, si les adversaires ne peuvent pas gérer le chronologue du phare, la partie est terminée en fait. Voilà. Bon, à partir du moment où il est au niveau 7 bien sûr. Avant, il fait pas grand chose. Les terrains d'entraînement, alors eux, vous l'avez certainement vu dans Kenrith, puisque j'en ai parlé, que c'est une des cartes un peu phares du deck. Puisque oui, réduire les coûts des capacités activées, c'est fort. On le dira jamais assez. C'est fort. Juste ça. Donc du coup, oui, terrain d'entraînement,
ça reste une des cartes qui est toujours automatiquement intégrée dans ces decks-là qui jouent avec les capacités activées, où il faut payer du mana. Donc voilà, tous les decks qui comportent un commandant ou un commandant qui a de très fortes capacités activées, terrain d'entraînement, c'est auto-inclus quasiment. En noir, on a des cartes de rampe. C'est pas souvent qu'on en parle, mais il y en a. Il y a la Revenante de Nirkana et le Pion du Lamog. Alors, les deux sont pas du tout dans la même logique. Revenante de Nirkana, en fait, elle fait le même effet que Cryptghast. Vous savez, la créature qui permet de faire du mana en plus sur chacun de vos marais. Et bah du coup, là, c'est pareil. Sauf qu'elle peut se booster en plus, voilà. Donc, elle produit voilà, il y a un noir en plus pour chaque marais qui s'engage. C'est super fort, en fait. Oui, je veux dire, ça reste une très bonne carte. Et un bon remplaçant en fait au Cryptghast ou un bon complément au Cryptghast. Pion du Lamog, alors lui, c'est dans la logique plus sacrifice, dans la logique aristocrate, puisque il va nous permettre voilà, de faire du mana. J'avais parlé de celui qui faisait des trésors quand vos créatures mouraient, là celui-là il fait des Eldrazi à la place qui vont pouvoir se sacrifier pour faire du mana incolore évidemment, strictement incolore. Donc ça reste tout aussi intéressant. En rouge, on a deux cartes, alors c'est bizarre, c'est des cartes que je ne vois pas souvent personnellement, mais qui restent assez fortes, il faut le dire. Jumeau par scission, le fameux Splinter Twin que tout le monde veut voir déban dans certains formats, il paraît. Mais voilà, ici qui nous permet de faire des copies de la créature enchantée, ce qui peut devenir vite très débile avec les... avec le setup disponible, voilà, possible, vous pouvez vous retrouver à faire des copies en boucle en fait, et ça devient complètement con. Donc voilà, ça devient vraiment débile. Et un monde en guerre, alors un monde en guerre qui est tout simplement un sort avec le rebond, et qui va nous permettre de refaire une phase de combat après celle-ci. Alors du coup, c'est prévu, voilà, ça a été bien wordé, en fait, parce que vous dites, oui, attends, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont fait aussi compliqué, parce que le rebond lancera gratuitement au début du prochain tour, de votre prochain tour. Donc du coup, c'est tout de suite, il fallait faire un wording très spécifique pour ça. Mais ça reste quand même une carte qui va vous permettre de faire 2 fois une phase de combat supplémentaire pendant votre tour. Donc oui, fat. En vert, on a quelques bonnes cartes, encore une fois. On a la zone d'éveil, l'ombre d'ours et la chute considérable. Il m'en reste une encore en plus. La zone d'éveil, oui, jeton, encore une fois. Plus rampe avec les Eldrazi, vous pouvez sacrifier, nickel. Ombre d'ours, armure totémique. Ça, j'ai pas expliqué l'armure totémique. Du coup, c'est une protection pour vos créatures. Si elles devaient être détruites ou qu'elles devaient mourir, en fait, tout simplement, vous allez retirer les blessures et détruire l'aura à la place. Voilà. Et en fait, ce qui m'intéresse dans l'ombre d'ours, c'est pas l'armure totémique en soi, c'est le fait qu'elle permet de dégager tous vos terrains quand la créature enchantée attaque. Ce qui est extrêmement fort en fait, ça nous permet de ramper vraiment à fond les ballons, et du coup c'est une très bonne carte l'ombre d'ours. La chute considérable qui a été rééditée il n'y a pas si longtemps dans une édition Commander, mais oui, parce que un moyen de sacrifier vos créatures en éphémère pour en tirer de la value, voilà, tiens, je vais t'exiler ton machin, non, je sacrifie à la place de ma créature et c'est moi qui tire de la value. T'es là, du coup, le sort fizzle, nickel. Et moi, pendant ce temps-là, je tire de la value, je pioche des cartes, je gagne des points de vie, je suis content. Donc du coup, chute considérable, très bonne carte quand vous jouez des très grosses bêtes. La dernière carte verte dont je voulais vous parler, c'est une aura, encore une fois, c'est une armure totémique aussi, c'est l'ombre de serpent. Alors elle est commune, vous allez me dire, oui, mais voilà, c'est pas top apparemment, ouais. Mais à chaque fois, cette créature inflige des blessures de combat, à un adversaire, j'allais faire l'erreur justement, vous pouvez piocher une carte. Mais voilà, pour ceux qui ont vu mon deck tech sur Clotis, je l'ai mis dedans, alors que c'est vraiment pas top, parce que le but c'est que Clotis ne soit pas une créature, mais le fait que vous piochez chaque fois que vous infligez des blessures, même non combat, à un adversaire, ça reste extrêmement puissant en fait. C'est extrêmement fort, et en fait c'est une curiosité, mais en vert, donc du coup, et avec une protection. Donc du coup, si vous voulez jouer un petit truc qui fonctionne autour aussi des blessures non combat, Ombre de serpent ça fonctionne bien. En incolore, on a l'Aidron Pierre de Rêve qui coûte 6 mana, et oui c'est cher, mais en fait c'est la suite de la Mindstone, de la pierre d'esprit, puisque voilà, alors la pierre de l'esprit c'était, vous faites pour 2 vous faites un mana et vous piochez une carte en la sacrifiant pour 1. Là, l'Aidron de Pierre de Rêve c'est plus gros, c'est 6 mana, vous faites 3 mana, et pour 3 mana vous la sacrifiez pour piocher 3 cartes. Voilà, du coup, et on a eu la suite après avec l'Archive d'Aidron qui est sortie dans Bataille de Zendikar. Donc ça on y reviendra une prochaine fois évidemment, mais ça reste un très gros caillou, très intéressant, et du coup qui permet aussi de rentrer dans le deck Eldrazi par exemple. Et le terrain que je vous propose pour cette édition de l'Ascension des Eldrazi, c'est le Temple Eldrazi bien évidemment, puisque voilà, plus de mana pour les Eldrazi c'est quand même super intéressant, et ça fonctionne vraiment très bien. Alors, si on doit faire un petit bilan de ce bloc Zendikar original, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui ont bien marqué le Commander. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas non plus des masses, voilà. Les cartes en question, elles ont marqué le Commander pour des decks précis, voilà, les decks Eldrazi par exemple, on n'en parle jamais assez. On a pas mal, le vert a été pas mal mis en avant, mais en même temps,
Comme on est sur un plan qui historiquement est un plan qui a tendance à avoir une chier de mana et à faire beaucoup de choses avec son mana, c'est vrai qu'on a eu cette logique où il fallait fonctionner au tour. Les terrains étaient intéressants, ce qui est assez rare dans certaines éditions plus récentes. Et c'est vrai que oui, on a eu les types, les Eldrazi qui sont arrivés, qui ont été mis en avant, tout ça. Et quelques grosses cartes en fait qui ont marqué les autres formats en fait, plus que celui du Commander. Mais comme du coup ils ont marqué les autres formats, du coup on les a aussi un petit peu intégrés chez nous aussi. Et ça fonctionne quoi, je veux dire, il y a des cartes qui sont sympathiques. Après, il faut avouer que quand on regarde du côté des commandantes, et là, aujourd'hui, il n'y en a quasiment aucun en fait, à part les Titans Eldrazi, et encore ceux-là sont pas les meilleurs en comparaison avec leurs collègues de bataille de Zendikar. Et c'est vrai qu'il n'y en a aucun qui a vraiment tenu la route, et aujourd'hui ils se sont fait dépasser pas mal par les commandants plus récents, il faut l'avouer. Mais du coup, ça n'empêche pas que ces commandants-là se sont retrouvés, pour la plupart, intégrés dans d'autres decks en fait. Parce que comme ils n'étaient pas assez forts pour être commandants, ils restaient quand même toujours aussi intéressants pour être intégrés dans les autres decks, qui étaient dans une logique particulière, dans la même queue. J'espère que ce flashback sur Zendikar vous a plu. On va se retrouver prochainement, il paraît, pour la spoiler season, voilà, les spoilers de Zendikar Rising, donc Renaissance Zendikar, pour voir du coup si éventuellement est-ce que cette extension-là va aussi marquer le commandeur de son empreinte, ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc on va voir ça dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis à la prochaine, et puis salut à tous, bye bye.